technique. Maintenant, c'est un exercice. Est-ce que vous avez fixé tout ce qu'on a dit, surtout pour l'assistance en virtuel? Donc, allez-vous faire la différence entre ce qui est inflammatoire et mécanique? Donc, vous avez une patiente âgée de 24 ans, elle consulte dans votre cabinet ou dans votre service. Elle est mariée et mère au foyer de deux petits-enfants, des enfants, bien sûr, bien portants, de 2 et 4 ans. Donc, elle consulte pour des douleurs articulaires qui prennent les articulations des mains, les poignets, et qui datent de 3 mois. Donc, tout a commencé depuis 3 mois. La patiente est gênée. Elle n'arrive plus à faire ses tâches à la maison. Elle est maman au foyer, accompagnée de son mari qui est aussi inquiet. Elle ne fait que pleurer dans cette situation très gênante. Elle décrit aussi des fourmillements de ses deux mains d'apparition récente. Donc, qu'allez-vous faire à ce stade précis? Donc, on a un quiz. Les gens qui sont connectés peuvent répondre et on peut voir les réponses en direct. Donc, là, je veux bien réduire. La patiente fait probablement une polyarthrite rhumatoïde et vous commencez le traitement sans attendre. Ou bien la patiente doit bénéficier d'emblée d'un bilan radiographique qui fera le diagnostic. Ou bien la patiente fait probablement une arthrose digitale. Ou bien vous allez rechercher un syndrome inflammatoire biologique. Ou bien on doit pousser l'interrogatoire et l'examen clinique. Vous pouvez répondre en ligne. Donc déjà, pour la première question, la première proposition plutôt, le patient fait probablement, j'espère qu'il ne voit pas le... La patiente fait probablement une polyarthrite rhumatoïde. Il faut commencer le traitement sans attendre. Non. La patiente doit bénéficier d'emblée d'un bilan radio qui fera le diagnostic. Ça fait 3 mois, peut-être en risque de ne rien trouver sur les radios. Donc, ce n'est pas la radio qui fait le diagnostic. Donc, la patiente fait probablement une arthrose digitale. Ce n'est pas de l'arthrose, je pense. On recherche un syndrome inflammatoire biologique. Oui, mais est-ce qu'à ce stade, on n'a même pas examiné la patiente? On pousse l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc ça va vous aider juste concernant l'orientation de la démarche diagnostique. Ça passe par chez... Ah, c'est bon. Mais on n'a pas eu la réponse. Voilà. Qu'allez-vous faire à ce stade précis? On va rechercher un syndrome inflammatoire biologique, ça peut nous aider après avoir poussé notre interrogatoire et examen clinique. Donc, la patiente signale des douleurs toute la journée. Elle a mal toute la journée, un maximum la nuit. Elle est bloquée le matin durant plus de 2 heures de temps. Elle ne peut plus enfiler ses bagues. Elle remarque que ses mains sont gonflées. Elle n'a pas de fièvre et son état général est bon. Pas de plainte rachidienne, pas de thalalgie, examen des sacroiliaques est normal. Elle a pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens et sans aucune amélioration. Ça n'a pas amélioré son état. Alors, à présent, quelle conduite adopter face à cette patiente? Vous allez la rassurer, il s'agit probablement d'un début d'arthrose. Lui faire une IRM des deux mains, c'est cher, c'est peu disponible. Donc, il s'agit probablement d'un rhumatisme inflammatoire. Voilà. Lui prescrire des séances de physiothérapie antalgique pour la soulager, donc de la kiné, de l'infrarouge. La mettre sous méthotrexate. Donc, il s'agit probablement d'un rhumatisme inflammatoire. Donc, on va pousser encore notre examen. Donc, on pense à un rhumatisme inflammatoire chronique. Quelle est la prochaine étape à effectuer? C'est une polyarthrite rhumatoïde probable. On recherche les ACPA et facteurs rhumatoïdes. C'est une SPA probable. On fait une IRM des sacroiliaques et on recherche le HLA-27. On la confie au rhumatologue ou orthopédiste d'emblée. On peut, mais bon, je préfère le rhumato. Je n'ai rien contre les orthopédistes. Mais je pense que vous pouvez quand même explorer un petit peu et même peut-être traiter symptomatiquement la patiente. On demande un bilan radiographique des mains et des pieds, et des poignets, pardon. Il peut s'agir d'un rhumatisme articulaire aigu, le fameux rhumatisme post-streptococcique de l'adulte.
qu'on voit pratiquement plus. Je ne sais pas si mes collègues voient le RAA. De moins en moins. Les antibiotiques ont pratiquement éradiqué le RAA. Donc, en fait, aucune des propositions. Donc, à ce stade, il faudrait... Ici, bon, c'est une image que vous avez vue à travers plusieurs exposés. Donc, nous avons l'aspect des mains. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il y a un gonflement des articulations déjà, les interphalangiennes proximales, les MCP aussi qui sont gonflés, le poignet, les interphalangiennes distales, elles sont plus ou moins épargnées, elles sont épargnées. D'accord? Donc, c'est quoi comme aspect? Est-ce que c'est un aspect normal des mains? C'est des doigts en saucisse? C'est des doigts en fuseau où il y a du gonflement sur les interphalangiennes distales, où il y a des nodules rhumatoïdes. Donc, c'est les fameux doigts en fuseau qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça touche IPP, MCP. Donc, vous avez là, c'est les IPP et les MCP. Les interphalangiennes distales sont exceptionnellement concernés par l'atteinte dans la polyarthrite rhumatoïde. Le zéro n'existe pas en médecine. Quel renseignement doit-on rechercher à l'interrogatoire et l'examen clinique pour étayer le diagnostic? Qu'est-ce que vous allez rechercher? Est-ce que vous allez rechercher des plaintes rachidiennes? Aucun. Le diagnostic est clair, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Les plaintes extra-articulaires sont décisives dans le diagnostic. Voir si elle fait beaucoup d'angines. Un skistèse positif peut orienter vers la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, j'ai quelques réponses. Alors, le patient doit bénéficier d'emblée d'un bilan en radio. Ça, c'est ancien. Alors, c'est une PR probable. Il y en a qui... non. Là, je suis dérouté. Hein, Rachid. Donc, pas grave. Donc, rechercher des plaintes rachidiennes, ben, il faudrait fouiller. Il ne faut pas se fixer sur un diagnostic. Il faut essayer d'éliminer les autres ou les confirmer. Donc, rechercher des plaintes rachidiennes, on ne sait jamais. Les plaintes extra-articulaires aussi. On l'a dit, dans le lupus, par exemple, il peut se déclarer par une polyarthrite. Donc, ce qui se teste, c'est la pression des MCP. Quand on fait la pression au niveau des MCP, on arrache des douleurs. Donc, quand c'est positif, ça signe des synovites au niveau des MCP. Ça signe une inflammation des articulations métacarpophalangiennes. Donc, le bilan sanguin est le suivant. Vous avez une VS à 38 mm la première heure. Nous, généralement, on prend la première heure. Deuxième heure, pas très... avant, il y avait la 24e heure. Donc, maintenant, ils gardent la deuxième heure. Généralement, on interprète la première heure. On interprète la première heure. C'est-à-dire s'il y a discordance, peut-être. Si vous avez, par exemple, s'il y a une erreur dans la technique ou si elle reste toujours la même, 38-38. D'accord. Généralement, elle augmente par rapport à la première heure, même si elle est normale. C'est-à-dire, si vous avez à 8, vous aurez à 30 ou, d'accord, ou à 15, 30, à peu près. D'accord. Mais là, quand elle est, là, c'est une vitesse de sédimentation accélérée, parce que c'est une vitesse, donc elle est accélérée ou calme. Donc là, elle est accélérée, parce qu'à peu près, là, j'ai plus 10 sur 2, donc on est à 38, donc elle est élevée. CRP à 35 mg par litre, donc c'est une CRP positive. Donc le taux de globules blancs à 4900, taux de plaquettes 480 000 et hémoglobine à 11 grammes. VGM à 89, CCMH à 32. Je pense que c'est un exercice quotidien, hein, vous voyez ça de façon quotidienne. Le taux d'acide urique à 40. Alors, qu'est-ce qui est anormal? Donc, il y a une anémie, très bien, il y a une anémie, il y a une hyperplaquétose aussi.
Donc, plus de 300 000, généralement, c'est une hyperplaquétose. On peut voir ça dans le phénomène inflammatoire. Vous avez une CRP positive et une VS accélérée. Donc, quel est le bilan sanguin à compléter chez cette patiente? Vous allez faire un bilan phosphocalcique sanguin et urinaire, une sérologie virale, HVB, HVC, une uraturie des 24 heures, un bilan immunologique à la recherche des facteurs rhumatoïdes, les ACPA, les anti-CP, les facteurs antinucléaires, les anti-RO, SSA, LA, SSB, nous on dit SSA, SSB. Donc, typage HLA-27. Après vous. Donc là, on avance, il n'y a pas de plainte rachidienne, donc on est plus dans la piste de polyarthrite rhumatoïde, connectivite, Gougerot. Donc la patiente présente des taux élevés de facteurs rhumatoïdes à 76 unités par millilitre et ACPA à 1320. Donc les fans sont négatifs, donc il n'y a pas de facteur antinucléaire, typage HLA-27 négatif. On effectue un bilan radiographique à ce stade. Que mettez-vous sur l'ordonnance? C'est-à-dire quel examen vous allez demander. Vous allez demander rachis cervical, IRM des deux mains et poignets et deux pieds, radio des talons, radio des deux mains et poignets des deux pieds et chevilles, radiographie du rachis dorso-lombaire. Donc en fait, il faut demander selon l'orientation diagnostique et selon la plainte articulaire. Donc là, on est devant une plainte au niveau des mains et des pieds. Donc, c'est radio des deux mains et des deux pieds. On a dit il faudrait rechercher aussi le signe pathognomonique d'une polyarthrite rhumatoïde débutante quand vous avez l'érosion de la tête du 5e MTP. Donc, quelles sont les lésions que nous pouvons voir à ce stade sur la radiographie des mains et des pieds? Elle est à 3 mois. Est-ce qu'on va voir des destructions à 3 mois? Donc, la radiographie peut être normale à ce stade. Je pense qu'elle peut être normale. Une déminéralisation en bande. Vous avez suivi l'exposé du docteur Mullel. Pour la radiographie des mains et des poignets. Une carpite fusionnante peut se voir. Une atteinte des interphalangiennes distales peut se voir. Une érosion de la tête du 5e métatarse peut se voir. Donc, la radio peut être normale. On a la fameuse déminéralisation en bande, ça veut dire qu'il y a l'inflammation qui commence, ça se déminéralise. Donc, et on peut voir l'érosion de la tête du 5e métatarse. L'interphalangienne distale, généralement, elle est épargnée. Et carpite fusionnante, c'est les polyarthrites rhumatoïdes avancées, hein, les anciennes polyarthrites rhumatoïdes. Donc, c'est la phase d'état surtout. Donc, vous avez cette érosion au niveau du 5e méta, tête du 5e méta, qu'on voit très bien à l'écho. Donc, l'échographie, ce qui est bien, c'est qu'elle montre les toutes petites érosions. Hein, même les toutes petites érosions, elle les montre. Donc, elle a même la même sensibilité que l'IRM. D'accord. Donc, là, vous avez la fameuse déminéralisation en bande. Donc, cette patiente présente une déminéralisation en bande. Donc là, j'ai emprunté une photo. Hein. Vous avez quelques pincements, mais c'est juste pour vous montrer la déminéralisation en bande. Quel diagnostic retenez-vous chez cette patiente? Donc, lupus, SPA, rhumatisme pso, polyarthrose, polyarthrite rhumatoïde. Alors, il n'y a pas de pso personnel ou familial. Encore, il n'y a pas de plainte rachidienne. Il n'y a aucun signe extra-articulaire. Donc, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Docteur Millel vous a parlé des critères diagnostiques concernant la polyarthrite rhumatoïde. Ça évolue de plus de 6 semaines. On a les facteurs rhumatoïdes fortement positifs. On a un syndrome inflammatoire biologique. On a atteinte de plusieurs articulations. Ça ne peut être qu'une polyarthrite rhumatoïde. Surtout le terrain, c'est une femme jeune. Donc, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement faire le diagnostic dans votre cabinet d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, comment expliquer les douleurs et les fourmillements des deux mains? Si vous avez remarqué, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait des fourmillements des deux mains. Donc, qu'est-ce qu'elle présente, la patiente, d'après vous?
C'est un syndrome canalaire carpien bilatéral. Donc, il y a un panus synovial qui va comprimer le nerf médian, donc au niveau du canal carpien. Donc, vous avez le nerf médian qui innerve généralement les 3 premiers doigts, donc le pouce, l'index et le majeur. Et vous avez, il épargne généralement les 2 derniers doigts, encore l'annulaire et l'auriculaire. Donc, la patiente est satisfaite. Je n'ai pas abordé le traitement. Vous avez vu même lors de mon exposé parce que j'ai laissé mes camarades le faire. Donc, vous avez entamé le traitement, vous avez retenu le diagnostic, la patiente est contente, vous l'avez mise en rémission. Maintenant, c'est le mari qui revient vers vous. Donc, il est âgé de 32 ans, il vous demande une consultation. Il a des lombalgies chroniques depuis 2 ans qui l'embêtent, donc il a mal au dos et qui irradie parfois au membre inférieur droit. Donc, ça descend parfois au membre inférieur. Ça l'empêche de travailler, lui qui exerce le métier de boucher. Donc, il pèse 102 kilos pour une taille de 1,78 m, donc il est un peu fort. Il avoue qu'il ne fait plus de sport depuis son mariage, il y a 5 ans, et depuis l'arrivée des enfants. Donc, que faites-vous devant cette présentation? Le rassurer, ce n'est rien, juste un lombago. Les lombalgies chroniques peuvent cacher une pathologie maligne. Pousser l'interrogatoire et faire un examen clinique minutieux. Demander un scanner du rachis lombaire, il fera le diagnostic. C'est ce que font nos collègues généralement, d'emblée scanner. Les lombalgies chroniques peuvent cacher une spondylite ou spondylodicite tuberculeuse. Préciser le trajet exact de la douleur au membre inférieur. Donc, est-ce que vous le rassurez, ce n'est rien? Je pense qu'une lombalgie chronique, ça cache quelque chose. Donc, les lombalgies chroniques peuvent cacher une pathologie maligne. Donc, on n'a pas précisé encore, est-ce que c'est plutôt nocturne, est-ce que c'est insomniant, est-ce que ça l'empêche de dormir, est-ce que c'est rebelle aux antalgiques. À ce stade précis, on peut dire que des lombalgies chroniques peuvent cacher quelque chose de mal intention. Encore, il y a des hémopathies malignes, il y a des lymphomes, il y a des métastases qui peuvent se cacher derrière des lombalgies chroniques, surtout si elles sont insomniantes, elles sont nocturnes et elles sont rebelles aux antalgiques de palier 2. Donc, dès lors où elles sont rebelles aux antalgiques de palier 2, pensez à quelque chose de sérieux. Pousser l'interrogatoire et faire un examen clinique minutieux, je pense que c'est clair. Demander une TDM lombaire, il fera le diagnostic, c'est clair que c'est non. Les lombalgies chroniques, on l'a dit, ça peut cacher quelque chose de sérieux, même une spondylite tuberculeuse. Il faudrait préciser obligatoirement le trajet de la douleur qui descend au membre inférieur. Donc, voilà les propositions justes. Votre interrogatoire retrouve des douleurs qui sont plus fréquentes la journée. Là, vous avez une réponse. Ou lorsqu'il effectue un effort. Donc, c'est à l'effort. Et ça cède la nuit au repos. Donc, il précise que la douleur passe par la face postérieure de la cuisse et la jambe et se termine au niveau du gros orteil droit. Il vous précise qu'il tousse du dos. Donc, à chaque fois qu'il tousse, il a mal. Le patient n'a aucun antécédent. Il faisait du judo avant et était très régulier dans le sport. Donc, il a pris du poids, il y a eu un relâchement abdominal. Donc, vous trouvez un syndrome rachidien lombaire, donc vous trouvez un Schobert et un LASEG à 40 degrés à droite. Le LASEG, c'est un signe de conflit disco-radiculaire, généralement. Les manœuvres explorant les sacroiliaques ne sont pas douloureuses. Les hanches sont libres et indolores. Le réflexe achilléen est diminué à droite. Donc déjà, comme les douleurs sont plutôt mécaniques, c'est à l'effort, donc c'est rassurant un peu. On n'est pas dans l'inflammatoire, on n'est pas dans le malin, on n'est pas dans les causes secondaires. Donc à ce stade, quelle conduite adoptez-vous? Il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire chronique qu'il faut étayer. Il s'agit probablement d'une pathologie mécanique. Le patient a une lombo-sciatique commune S1 droite sur une probable hernie discale. Le bilan immunologique est indispensable pour le diagnostic, ou bien une IRM rachidienne est nécessaire. C'est elle qui fera le diagnostic à ce stade.
Donc, est-ce que c'est un rhumatisme inflammatoire? Non, parce qu'on est dans le volet mécanique. Il s'agit probablement d'une pathologie mécanique, oui. Il a une lambeau sciatique commune S1 droite. Le trajet évoque ça. Donc, par probable hernie discale, oui. Cliniquement, c'est le diagnostic de la lambeau sciatique commune. Sans diagnostic, il est clinique. D'accord? Le bilan immunologique est indispensable pour le diagnostic. Pas besoin à ce stade. Une IRM rachidienne est nécessaire. Bon. Donc, c'est une pathologie mécanique, lambeau-sciatique commune, S1 droite. Le bilan sanguin effectué montre une VS à 10, la première heure, et une CRP à 2 mg par litre. La formule sanguine est revenue normale. Vous faites un bilan radio bassin et rachis et vous avez cette image. Là, c'est le profil, hein, radio du rachis de profil. Vous avez la L5 et la S1, il y a un pincement. D'accord. Donc, que constatez-vous? Le patient a un syndrome inflammatoire biologique. Il n'existe pas de syndrome inflammatoire biologique. La radio est normale. Il existe un pincement discal L5-S1. Il existe de la destruction osseuse. Donc, il y a un pincement et il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. On est d'accord. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Donc, et nous avons un pincement discal. La radio n'est pas normale. D'accord? Donc, il n'existe pas de syndrome inflammatoire biologique. Il existe un pincement discal L5-S1. Donc, on termine avec sa radio du bassin. On voit les sacroiliaques. J'exerce ce qu'on a appris avec Dr Imita. Donc, on voit les corticales. Bon, peut-être c'est un peu flou. On voit bien les corticales. Donc, et on voit bien les deux berges. Donc, il n'y a pas d'osséocondensation, il n'y a pas de flou, il n'y a rien du tout. C'est de belles sacroiliaques. Et la symphyse pubienne est indemne, les coxofémorales aussi. Et vous avez ici le rachis Lambert paraît normal aussi. D'accord? Donc, après lecture de la radiographie du bassin, peut-on exclure le diagnostic de spondyloarthrite ankylosante? Donc, il n'a pas de plainte, les sacroiliaques sont indolores. Donc, non, car il existe une sacroïléite bilatérale. J'ai vendu la mèche, j'ai dit que les sacroiliaques sont normales. Il existe une sacroïléite unilatérale, non. Il faut compléter par une IRM des sacroiliaques, sinon on va ruiner le système de santé comme ça. Oui, car il n'existe aucun signe d'appel vers une SPA. Non, le HLA-27 doit être positif. Il faut rester pragmatique, uniciste, donc pas besoin, sauf s'il y a des signes d'appel. D'accord? Ce n'est pas systématique. Je dois faire ceci, cela. Sinon, on va ruiner le patient. Voilà, j'espère que ça a été fructueux. Je vous remercie. Je passe la parole au Dr Mellel, je crois.